Je vous invite à rester debout pour ce début de cérémonie de commémoration de Yom HaZikaron, commémoration des victimes et combattants, célébration de l'indépendance de l'État d'Israël qui suivra ensuite. Nous sommes à la page 384 dans les livres verts. Souvenons-nous que le peuple juif en Israël et en diaspora se souvienne de tous ses fils et filles dévoués et courageux, soldats, combattants et résistants qui, au sacrifice de leur vie, ont combattu héroïquement pour que le peuple juif jouisse d'un État indépendant sur la terre de ses ancêtres et qu'il se souvienne aussi de toutes les victimes de la terreur perpétrée dans le but d'anéantir cet État. Des hommes, femmes et enfants assassinés en Israël et en dehors. Que leur âme repose en paix et nous disons Amen. Nous allons entendre la prière de El Malé Rachamim. Merci pour cette très belle interprétation, Elkana et la chorale. Nous allons dans un instant chanter le psaume 23 et prier pour que les années à venir soient des années sans victimes. Il a été annoncé sur les radios israéliennes que l'année qui s'est écoulée a été
depuis la création de l'État d'Israël, l'année la moins sanglante, avec le moins de victimes de la terreur, et on ne peut que espérer que cette situation continue quand on sait la menace et la menace existentielle qui continue à peser sur l'État d'Israël. Nous entendons à présent Mizmor les David, page 386. Vous pouvez bien sûr, avec la chorale, chanter depuis chez vous. Merci. Nous sommes au milieu de la page 386 et chacun, depuis chez lui, sans ouvrir les micros, peut participer, au Kaddish collectif que nous allons prononcer à la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Yid Gadal, Veit Kadash, Shemei Rabba. Amen. בעלמא דברה חירותה, וימליך מלכותה, ויצמח פוקנה ויקרב משיחה. Amen. בחייכון, וביום אחד, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. Amen. יהי שמי רבם בורך לעולם לעלמי הלוויה. יתברך וישתבר ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה ברכו. לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו Amen. אמן. Eh bien, à présent, nous allons pouvoir passer à cette seconde partie de soirée. Et nous allons entendre le Shir Amalot, un psaume
qui est bien dans la Bible, non pas un psaume de David, mais un psaume qui a été composé pour célébrer le retour des exilés de Sion depuis la Babylonie et que l'on chante régulièrement aux grandes occasions de joie et notamment le Shabbat avant le Birkat Hamazon, mais ça parle bien du retour en Eretz Israël de ceux qui ont semé en versant des larmes et qui moissonnent à présent avec des chants d'allégresse. Ceux qui en pleurent ont dispersé les semences et sont revenus triomphants, chargés de gerbes. On écoute Shir HaMa'alot. Quand on regarde l'histoire juive avec une perspective de 2000 ans de recul, il est difficile de ne pas voir dans l'édification de l'État d'Israël le plus grand événement de toute cette période, celui du retour à l'espérance de pouvoir à nouveau fonctionner comme une nation indépendante dans laquelle la culture, les sciences, la vie, dans tout son déploiement, peut s'exprimer avec la langue hébraïque. Et ce rêve qui était nourri pendant 2000 ans se réalise. Dans la bénédiction pour l'État d'Israël, la prière pour l'État d'Israël que nous allons entendre dans quelques instants, il y a encore beaucoup d'espoir que les responsables de cet État, les chefs, les ministres, les conseillers soient inspirés du bon conseil. Et ils en ont besoin face aux situations difficiles qu'ils ont à affronter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans certaines communautés comme dans la nôtre, nous ne déclarons pas que l'État d'Israël est prémisse de notre rédemption. Nous disons que nous espérons que nous espérons qu'elle constitue les prémices de notre rédemption. C'est une nuance qui a été apportée pour ne pas tomber dans une espèce d'engouement messianique qui ne ferait pas droit des valeurs démocratiques de cet État qui sont à son fondement, qui sont présentes
dans la déclaration d'indépendance. Et comme nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure, après le scrutin qui vient de se dérouler, cette question de la survie démocratique d'Israël est une question brûlante. Et donc, c'est avec tout notre cœur que nous allons prier pour la bénédiction de l'État d'Israël comme État juif et comme État démocratique. Avinu Sheba Shamayim. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael Go'alu. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael Go'alu. Barech, Barech, et Medinat Yisrael, Reshit Tzmicha Geulateinu. הגן עליה בעזרת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך. אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל גואלו. אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל גואלו. ושלח אורך ועמיתך לראשיה שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך ותקנם בעצה טובה מלפניך. אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל גואלו. אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל גואלו. חזק 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 את ידי מגן ארץ קודשנו ושמחת עולם ליושביה. אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל גואלו. אבינו אבינו שבשמיים צור ישראל גואלו. ונאמר Éternel notre Dieu, veille à ce que la paix s'installe rapidement en terre d'Israël, que la fraternité et la concorde règnent parmi tous ses habitants. Établis, éternel Dieu de paix, la paix définitive entre Israël et tous les peuples voisins. Puisse les dispersés de ton peuple être rassemblés autour de ta montagne sainte et bâtir en ton nom le temple messianique qu'on appellera la maison de prière pour toutes les nations.
nous écoutons, avant de proclamer la nouvelle année de l'indépendance d'Israël, un chant de paix. Dear God, please hear us, listen to our prayer, and help us do thy will upon this earth. Let the children suffer war no more, and let a peaceful world be given birth. Every hand that sword for the baby, every heart come back to Lord. Lay down your arms, begin the journey home, and join the human family. Every hand that brought the sword for the baby, every heart come back to Lord. Lay down your arms, begin the journey home, and join the human family. The road is long and steep, but we so weary, let us be promises we make, we all must keep. And promises we make, we all must keep. Lo Israel goyal goy chilem v'goyim v'luat milchama. Lo Israel goy v'goy chilem v'goyim v'luat milchama. Someday set us free. La paix est toujours en chemin, comme le montre la chanson. Proclamation de la nouvelle année d'indépendance de l'État d'Israël. Page 390. השנה, שנת ה-73 לעצמאות וחירות ישראל. ברוך אתה... Cette année, nous célébrons le 73e anniversaire de la naissance et de l'indépendance de l'État d'Israël. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. La tikva.
Page 392. Itkadal Vitkada Shemei Rabba. Amen. Vadivrach Yotel Mech Malchut Eviatzmach pour Ken Evikarev Meshiche. Amen. Vachayechon Ovlemechon Ufre Dechol Bet Israël Bagala Vizman Kariv Imru Amen. Amen. Yeshua Bavorach Lala Molan Me'amaya. Yidbar Vishtabar Vitbar Vitra Minase Vitadar Vitalital Hashem Ekudesha. Leila Min Kol Bichata Veshirata Shuvata Menechemata Damiran Balma Veimru. Amen. יש למה מן שמיים ורחמים עלינו ולכל ישראל ואימרו. Amen. עושה שלום ירומם ויעשה שלום עלינו ולכל ישראל ואימרו אמן. Chers amis, je vous invite à vous asseoir. Nous allons passer à cette seconde partie de la soirée. Et je vais donner la parole à Aline qui va nous présenter notre invité. Ensuite, de quoi nous allons pouvoir mener cette soirée et pouvoir intervenir éventuellement aux propos qui auront été exprimés. Merci Rivonne, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Donc effectivement, nous allons poursuivre cette soirée de Yom Ha'atzmaut en essayant de faire un point sur la situation politique actuelle qui est celle d'Israël, situation à la fois complexe, confuse, à bien des égards sans doute inquiétante. Et pour ce faire, nous avons le très grand plaisir de compter parmi nous ce soir David Benichou, que je remercie d'ores et déjà d'avoir accepté notre invitation. David, beaucoup d'entre vous sûrement le connaissent déjà. Lorsqu'il est à Paris, il passe souvent à Adat Shalom. Il vit aujourd'hui en Israël. C'est un citoyen israélien, un citoyen engagé. Et donc, il a accepté de faire ce soir un point global sur la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, où Israël se trouve aujourd'hui au lendemain de ces élections qui, une fois de plus, débouchent sur une situation extrêmement confuse. Et après que David aura présenté donc cette situation, chacun parmi vous sera bien évidemment le bienvenu pour s'exprimer, étant entendu, mais vous le savez déjà, et je n'ai aucune crainte à ce sujet, que l'opinion de chacune et de chacun s'exprimera de la manière la plus paisible et la plus sereine possible. David, en te remerciant encore, je te laisse la parole. Eh bien, merci. Merci de votre accueil. J'ai toujours beaucoup de joie à retrouver Adat Shalom. J'ai été membre pendant de nombreuses années. Puis, je voudrais souhaiter à tout le monde Chag Ha'atzmaut Sameach. En effet, une Chag Ha'atzmaut dans un contexte tout à fait particulier. Donc, pour un petit peu camper le décor, je suis arrivé en Israël avec ma famille il y a maintenant presque 6 ans, 5 ans et demi. J'avais vécu en Israël plus jeune, de 82 à 92. Et vous me connaissez soit par Adat Shalom, parce que j'ai été avec ma belle famille présent autant que faire se peut, et puis parce que j'étais le directeur de l'action sociale au FSJU pendant 10 ans. Et j'ai fait mon alia. Aujourd'hui, je travaille dans un tout autre domaine, qui est le domaine de l'environnement. Mais depuis 1 an, je suis sur les barricades, comme on peut dire, dans un contexte tout à fait particulier. Je vais essayer de vous donner, dans la mesure du possible, puisque vous l'avez compris, je suis quelqu'un de partisan, quelqu'un d'engagé, mais toutefois, j'aimerais essayer de brosser un contexte général. Donc effectivement, c'est la 4e élection en 2 ans qui est marquée par un blocage. On a vu la situation est confuse, il n'y a pas actuellement de gouvernement, mais il y a une représentation à la Knesset, au Parlement, pour le moins complexe et problématique. Donc je rappelle, le gouvernement est tombé il y a 2 ans suite à un bras de fer de Avigdor Lieberman d'Israël Beitenu sur une question, et vous allez comprendre en quoi cette question n'était pas totalement anodine au regard après coup de ce qui s'est passé durant cette année de Corona, sur la question de l'enrôlement des élèves des yeshivot à l'armée. Alors, est-ce que c'était un prétexte dans un contexte d'acrimonie forte entre Avigdor Lieberman et Netanyahou? Peut-être. Il n'empêche que
la réalité sociale, économique et sanitaire a donné raison à Victor Lieberman. Donc, 4 élections qui n'ont pas donné une majorité claire et donc pas donné la possibilité à Benjamin Netanyahou de former un gouvernement. Je vais revenir tout de suite très globalement sur l'historique de ces élections. Une première élection qui se marque par un blocage, une seconde où Benny Gantz, qui alors emmène Carole Lavan, qui est un agrégat de plusieurs partis, dont Yesh Atid avec Yair Lapid, emporte les deuxièmes élections. Et là, se joue quelque chose dont on va comprendre l'importance maintenant, à un moment précis, aux deuxièmes élections de septembre 2020, de septembre 2019, le camp du changement, incarné par Benny Gantz, refuse de prendre en considération les 15 mandats de la liste unifiée arabe pour constituer un gouvernement. Il y avait à ce moment-là une vraie majorité qui permettait une alternance. C'était le vœu exprimé, je le rappelle, le grand mantra du camp du changement depuis ces 4 élections, c'est sortir Netanyahou, et vous allez comprendre quelles sont les motivations au-delà de la personne elle-même. Pourquoi sortir Netanyahou? Puisque nous sommes dans une crise politique, morale, institutionnelle extrêmement grave, et je vais y revenir. Et à ce moment-là, évidemment, on repart à des 3e élections qui se terminent, comme on le sait, avec un accord de coalition, alors que Benny Gantz se voit confier le fait de créer un gouvernement. Arrive le corona, et à la faveur de cette crise sanitaire, il y a un accord de coalition entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, avec un système qui a amené à créer d'une certaine manière une jurisprudence en matière de loi fondamentale, c'est-à-dire un gouvernement avec un Premier ministre et un Premier ministre de remplacement, ce qui était une première. On n'a jamais vu, évidemment, Benny Gantz succéder à Netanyahou, puisque le gouvernement est tombé entre-temps. Et on arrive aux 4e élections, et lors de ces élections, les résultats, et c'est ça qui est, je crois, qui peut-être pour ceux qui ne sont pas aguerris de façon fine aux questions politiques israéliennes, il se passe quelque chose de totalement paradoxal, c'est que le public arabe, qui représente 20% de l'électorat en Israël, qui a vu Netanyahou engager des pourparlers, des discussions avec l'un des partis de la liste unifiée, qui est le parti islamiste de Mansour Abbas. Donc, il y a une cassure au sein de la liste unifiée arabe, et Mansour Abbas sort de la liste unifiée. Alors, il faut comprendre, Mansour Abbas, c'est le parti islamiste. C'est un parti, on pourrait mettre en regard le parti de Mansour Abbas avec un parti orthodoxe, à ceci près, ou à la rigueur, que les deux, d'une certaine manière, ne sont pas sionistes. C'est-à-dire que si on prend Yahadut HaTorah d'un côté ou si on prend le parti islamiste de l'autre, ils ne sont pas sionistes. Ils sont même, en ce qui concerne le parti islamiste, anti-sionistes, c'est-à-dire contre l'idée du projet sioniste. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement à la faveur de cette manipulation particulièrement exceptionnelle de Benjamin Netanyahou vis-à-vis du public arabe, ce qui était, je le rappelle, en 2015, on se rappelle de la formule « les Arabes vont en masse voter », et donc ça avait été considéré par beaucoup de commentateurs comme une sortie totalement raciste à l'égard des 20% du public arabe. Voilà que ce même public qui s'est vu bouder aux 2e élections dans la possibilité de monter un gouvernement et d'être partie prenante, soit en soutenant de l'extérieur, soit en étant à l'intérieur du gouvernement. Je le rappelle, historiquement, nous n'avons eu qu'une fois avec Yitzhak Rabin la participation de l'extérieur d'un parti arabe qui était Hadash, le parti communiste à l'époque, aux côtés de Yitzhak Rabin. Donc, il n'y a jamais eu, alors qu'il y a un certain nombre de problèmes, et je vais y revenir, dans le secteur arabe israélien. Et donc, le résultat de ces 4e élections est totalement paradoxal. C'est que d'un côté, on se retrouve avec un total de à peu près 10 mandats, donc il y a une perte de 5 mandats pour la liste unifiée arabe, mais le paradoxe de cette situation, et pourquoi on se retrouve dans cette situation, c'est qu'il y a 20% du public arabe qui avait voté au 3e tour qui n'ont pas voté. Et donc, ce qui fait que le nombre de participation globale des élections a baissé de 5 points, globalement, et qui a fait émerger. Alors évidemment, d'un côté, ça a sauvé Meretz. Pour ceux qui sont à gauche vont dire, finalement, ça a sauvé Meretz. C'était la grande crainte qu'on avait. Mais ça a permis de faire rentrer, et là,
Je le précise parce qu'on parlait des challenges et des défis de l'État d'Israël aujourd'hui. L'un des défis aujourd'hui au sein du Parlement israélien, c'est que rentre à la Knesset pour la première fois, après Kahana en 1984, le parti ultra-raciste, ultra-fascisant, antidémocratique de Ben Gvir et Smotrich, qui sont pour le Grand Israël et qui sont pour le transfert des Arabes, et qui sont évidemment pour un État juif sans la partie démocratique, et qui sont aujourd'hui partie prenante dans les discussions d'un gouvernement à venir, si tant est que Netanyahou arrive à monter un gouvernement, à la Knesset, au gouvernement, et je vais y revenir. Et donc, on se retrouve dans une situation où, comment on dit ça en français, la Shon Moznaim, le faiseur de roi, on avait pensé que c'était Bennett avec 6-7 sièges qui se retrouvaient entre le parti pro-Bibi, on va dire, et le parti du changement, et bien finalement arrive un autre parti, le parti Ram, le parti islamiste, qui est aussi un faiseur de roi, et on se retrouve dans une situation bloquée, où on a d'un côté les pro-Bibi, et là je résume, le parti d'extrême droite, homophobe, misogyne de Ben Gvir et Smotrich, les orthodoxes, les 15 sièges des orthodoxes, et le Likoud qui reste malgré tout avec 30 sièges, le parti le plus important. Et puis en face, le camp du changement, avec Israël Beitenou, Yair Lapid, je ne vais pas rentrer dans les détails, et la gauche, bien sûr. Et au milieu se retrouvent deux partis qui sont aujourd'hui les faiseurs de roi, le parti arabe islamiste et le parti de Bennett. Yamina, droite, qui est un parti droite dur, qui s'est beaucoup, on va dire, qui a mis de l'eau dans son vin à la faveur des élections et qui a surtout annoncé à son public qu'il n'irait pas avec Netanyahou, ou du moins qu'il fallait changer la direction du gouvernement de ce pays. Donc pourquoi un blocage? Donc voilà, ça c'est un petit peu l'état des lieux. Donc situation paradoxale, les Arabes ont massivement boudé ces élections, ce qui a entraîné une chute du nombre d'électeurs, mais en même temps a fait émerger de façon groupusculaire des partis qui autrement ne seraient pas rentrés à la Knesset. Et Netanyahou avait, et je le concède à ceux qui sont des grands soutiens ou des grands fans de Benjamin Netanyahou, a manœuvré de façon machiavélique et a permis effectivement la rentrée à la Knesset d'un parti qui fait honte à nombreux Israéliens, mais aussi a permis l'autonomisation du parti RAM qui s'est désolidarisé de la liste arabe unie. Donc voilà un petit peu la situation. Alors j'espère que c'est pas, je rentre pas trop dans les détails, mais voici un petit peu la situation. Mais je voudrais dire, au moment où on fête Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, au moment où les Israéliens doivent être unis, je dirais que l'unité est une unité de façade. Elle est institutionnalisée, évidemment. On vit des moments de grande émotion, mais globalement, le pays vit, et je pense que Netanyahou l'a compris, vit un état de morcellement. Et je vais donner un exemple, je vais en donner deux. D'un côté, on a un secteur arabe qui, avec des politiques qui restent sur des questions nationales, quand le public les interpelle sur des questions économiques et sociales, et notamment la criminalité au sein des villages arabes. Donc le public arabe israélien est en souffrance au regard du taux de criminalité qui n'est pas traité par la police israélienne. Et donc, il y a des morts, des vendettas absolument tout le temps. Et donc, le peuple, les Arabes israéliens demandent à ce que l'État d'Israël soit partie prenante de ce qu'ils subissent au quotidien. Et donc, on a, d'une certaine manière, un abandon d'un secteur entier à lui-même, même si beaucoup de choses ont évolué dans le secteur arabe en matière d'infrastructures, etc., et de financement des villes. Mais ça, c'est une première chose. La seconde chose, et je crois que là, on est confronté à un problème extrêmement profond, c'est le comportement du leadership des partis orthodoxes. Il faut savoir aujourd'hui que les sondages israéliens positionnent à 60-65% les Israéliens qui ne veulent plus des orthodoxes au gouvernement, qui n'en veulent plus. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'au moment où on est confronté à la crise sanitaire, à la faveur des alliances qu'il y a entre Benjamin Netanyahou et les partis orthodoxes, tout le corpus orthodoxe va se comporter en marge des consignes de santé publique nationale qui sont données quant à l'ouverture des yeshivot, quant à l'ouverture des écoles, et notamment, alors tout le monde dit, je sais que c'était par ça que je voulais commencer mon propos, Yehuda Amichai, un poète israélien, disait
de là-bas, c'est un miracle, mais lorsqu'on est ici, tout près, cela n'a rien à voir avec un miracle. Je pense qu'il parlait évidemment des guerres d'Israël, mais de façon générale, on a toujours cette idée. On regarde Israël, et j'étais en France quelques jours à Pessah, j'écoutais mes amis, j'écoutais la presse, on parle des vaccins, de ce miracle, etc. Alors, pour mettre un petit peu tout le monde d'accord, le corona en Israël, c'est 6200 morts. Donc, Rivon disait tout à l'heure, c'est l'année où on a eu le moins de morts en matière d'attentats, effectivement, et pour le coup, personne ne pourra faire le procès à la société arabe de ne pas être intégrée, de ne pas être partie prenante, finalement, des grands problèmes de la société. Il n'y a pas effectivement eu d'attaque ou de violence, mais d'un autre côté, nous avons perdu 6200 personnes, 40% sont des orthodoxes, 40%. Il faut bien comprendre, quand les orthodoxes ne représentent que 12% de la communauté nationale, nous avons en Israël un peu moins d'1 million de chômeurs. Nous sommes passés de 3,5% de chômage à 17,7% de chômage, avec 100 000 commerces qui ont fermé. Et on était à la fin du premier confinement à 300 morts. Et puis, il y a eu des allers-retours d'avions de New York et de Londres, d'élèves des yeshivot malades qui sont arrivés en Israël. Et le corona a explosé littéralement, quand bien même les rabbins, et je pense au Rav Kavneski en particulier, quand bien même les rabbins ont mis, et ça c'est une première dans l'histoire de l'organisation de la vie orthodoxe, ont mis en priorité la cohésion communautaire au détriment de ce qu'on appelle pikuach nefesh, au détriment de la vie. Et ça a été remarqué, et c'est une des choses qui a choqué les Israéliens, c'est comment cette communauté peut-elle faire pour pouvoir conserver ses ouailles le plus près du corps au risque d'un nombre de morts. Et juste pour comprendre ce que ça veut dire dans le monde orthodoxe en Israël, pour des personnes de plus de 65 ans dans le monde orthodoxe, une personne sur 70 est décédée du corona, avec des enterrements qui réunissaient des 10 000, 20 000, 30 000 personnes, envers et contre toutes les consignes, des mariages qui ont continué. Donc vous avez un corps de la société israélienne qui vit comme un État dans l'État et qui ne se sent pas concerné. Et donc, c'est ce qui explique, par exemple, qu'au deuxième confinement, la recommandation qui était faite par le ministère de la Santé, c'était les villes rouges, oranges et vertes, un petit peu comme il y a en France en ce moment, ou comme il y a eu dans le traitement de la contention finalement de la pandémie. Et donc, ça n'a pas été respecté. Et donc, il y a eu un chantage fait par les orthodoxes. Et donc, tous les pays se retrouvaient pendant un mois et demi, le deuxième confinement, parce qu'il y avait un refus politique. Et donc, on a là une situation où, à la faveur des alliances politiques, il y a un traitement de la crise sanitaire, et ce qui a fait que les mesures qui sont arrivées presque un an après en matière de fermeture de l'air en Israël, qui auraient dû être faites il y a plus d'un an, avec un contrôle comme moi j'ai eu l'occasion de le voir, c'est-à-dire les gens arrivent, vont faire un test, sont mis en confinement, sont mis en quarantaine, pardon. Et donc, on a mis un an avant d'organiser, et entre-temps, il y a eu des entrées et des sorties dans le pays, et en particulier, je dois le dire avec beaucoup de tristesse, en particulier du monde orthodoxe. Donc, on a une situation où je vous ai donné deux exemples, je peux parler des Bédouins du Negev, où la situation est dramatique, et donc on a un pays qui en apparence est uni, en apparence fonctionne, mais qui lorsqu'on se rapproche et qu'on regarde, il n'y a rien de ce qui apparaît en apparence comme évident. Le pays est morcelé et il est à la veille. On parlait des crises existentielles d'Israël et notamment vis-à-vis des ennemis extérieurs. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai challenge à l'aune du 73e anniversaire de l'État d'Israël, ce sont les défis intérieurs. Et pour la première fois, et là je parlerai moins de société que d'idéologie, pour la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël, alors qu'il avait toujours été clair, c'était même exigé d'une certaine manière par la commission de la Knesset sur les programmes politiques des partis. Pour la première fois, l'État d'Israël se confronte à une scission idéologique entre des partis qui se disent juifs au détriment de la démocratie, et des partis, et si aujourd'hui on pouvait définir une ligne de répartition, de départition entre les deux camps, c'est ceux qui se revendiquent juifs et ceux qui se revendiquent démocratiques. Et aujourd'hui, vous avez
alors que ça a toujours été considéré comme étant les deux piliers, quel que soit le spectre, quel que soit le parti positionné dans le spectre politique israélien, il y a toujours eu cet aspect accepté par tous qu'on est un parti, quel qu'on soit, juif et démocratique. Alors évidemment, à part quelques exceptions, mais dans l'ensemble, c'était une évidence. Ça ne l'est plus aujourd'hui. La ligne de démarcation, elle est bien. Soit on défend l'aspect juif, le caractère juif de l'État au détriment des valeurs démocratiques, soit on défend la démocratie et on se confronte à l'intégration de tous les citoyens dans cette démocratie. Donc voilà, à présentation, je dirais un petit peu générale, et je vais revenir dans pourquoi on est dans cette crise, pourquoi on est dans un blocage. On est dans une situation totalement inédite d'un point de vue, et là je ne parlerai pas du vote des gens, je parlerai des institutions de la démocratie. On est pour la première fois dans une situation qui n'a jamais eu lieu avant, c'est que nous avons un Premier ministre qui est mis en examen pour fraude, abus de confiance et corruption dont le procès est en train de se dérouler actuellement. Ce qui, dans la loi, puisque vous n'avez pas de constitution en Israël, et ce qui manque notamment, alors il y a des lois fondamentales qui sont des premiers chapitres d'une constitution, mais ce qui manque fondamentalement en marge des lois Kvod Adam Vecheruto, c'est-à-dire des lois fondamentales qui défendent la liberté et le respect des droits humains, il manque des lois fondamentales qui permettent d'organiser les relations entre les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, et notamment d'énoncer qu'est-ce qui se passe lorsqu'un Premier ministre est mis en examen pour faute grave, en l'occurrence, je l'ai dit, pour faute de corruption. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a un vide juridique. Et à la faveur de ce vide juridique qu'a exploité Netanyahou, nous sommes dans une situation de blocage. On va dire que si on regardait Ehud Olmert, qui était aussi mis en examen au moment où il était Premier ministre, a fini par démissionner. Ça a été le cas aussi pour Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, le juge Aaron Barak avait pointé le fait que sa femme avait conservé des comptes à New York. Finalement, Yitzhak Rabin a démissionné. Donc, c'est-à-dire, c'est un acte personnel du Premier ministre de prendre sur lui le fait qu'il est en problème avec la loi, qu'il est en confrontation et qu'il doit aller régler les affaires judiciaires et donc libérer le siège de Premier ministre, ce que ne veut pas faire Netanyahou, mais beaucoup plus loin que ça. Et ça, c'est mon interprétation. Chacun sait le fait maintenant d'attaquer. Donc, c'est-à-dire, quand je parle de la fragilité des institutions de la démocratie, je parle des attaques permanentes de la part du Premier ministre et de tout son entourage sur la Cour suprême, une Cour suprême activiste, politisée, qui serait de gauche et qu'il faut museler. C'est les attaques permanentes sur le quatrième pouvoir, à savoir la presse. Et donc la presse qui est attaquée en permanence. Et donc vous avez là un certain nombre de garde-fous de la situation, de la démocratie israélienne, qui sont la police, par exemple, ou l'armée. Quand je parle de l'armée, je le dis à la fois sur des prises de parole incantatoires à certains moments, mais c'est aussi sur la façon dont les choses se passent dans le cercle restreint de Benjamin Netanyahou, sans commission sécuritaire, sans le ministre de la Défense, où des décisions sont prises, on l'a vu notamment avec ce qui s'est passé avec l'Iran il y a quelques jours, des décisions sont prises, lui tout seul. Netanyahou gère la petite épicerie qui s'appelle l'État d'Israël à sa guise et prend des décisions. Pour vous donner un ordre d'idée de la situation grave dans laquelle se trouvent les institutions démocratiques de l'État, vous n'avez pas, c'est la première fois en 73 ans de l'histoire de l'État d'Israël, vous n'avez pas depuis une semaine de ministre de la Justice. Blocage entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, pas de ministre de la Justice. Ça a beaucoup d'incidences sur un certain nombre de choses dans le fait de faire refonctionner le Parlement. Vous n'avez pas de chef de la police. Vous n'avez pas de chef de la police depuis 28 mois. Vous n'avez pas, les grands cadres du ministère de l'économie ne sont plus là. Vous avez un certain nombre de grands garde-fous de l'État d'Israël qui sont démunis, qui sont attaqués, qui sont affaiblis. Et vous avez évidemment un Premier ministre qui ne veut pas lâcher le pouvoir, malgré le fait qu'il soit mis en examen, et qui met à mal les différents garde-fous, les différentes institutions de la démocratie israélienne. Donc, voilà la crise, à la fois une crise politique institutionnelle, à la fois une crise des valeurs, une crise idéologique.
qui doit nous interpeller sur c'est quoi le projet sioniste, c'est quoi le projet sioniste 2.0 à l'aune du 21e siècle. Et puis, une crise aussi sociétale, une crise de société où vous avez un public qui a de plus en plus de mal à vivre une solidarité entre les différentes composantes du centre et la périphérie, des juifs et des arabes, des orthodoxes et des chilonim ou des massortim. Vous avez donc des tribus qui finalement sont dans des positions d'intérêt et donc tout le jeu politique va être comment on va renforcer telle ou telle tribu, comment telle tribu va pouvoir renforcer son emprise sur ses ouailles et comment finalement le pays en matière de cohésion nationale est en train de se morceler. Alors évidemment, c'est pas très joyeux ce que je raconte en tant que personne partisane et engagée. Je crains personnellement, et c'est pour ça que je suis une bonne partie de mon temps dans les manifestations, sur les réseaux sociaux, avec des gens formidables que je rencontre, on a le sentiment que l'État d'Israël est en train de déraper et de glisser. Alors, je ne dirais pas dans une dictature, parce que on va dire que ceux qui sont à la tête, notamment Netanyahou, sont beaucoup plus fins que ça, mais dans ce qui ressemblerait à ce qu'on appelle une démocratie libérale, façon Orban en Hongrie, et pas loin probablement de Erdogan en Turquie. Nous sommes à ce moment précis, et la situation de blocage politique marque et incarne le fait qu'il y a une confrontation entre deux projets de gestion de cet État, deux projets de vision de cet État. Et c'est très paradoxal. 80% des Israéliens veulent des mariages civils. 80% des Israéliens, et donc vous voyez, on en a marre de la toute-puissance du grand rabbinat sur la vie privée. Vous avez comme ça plus de 60% des gens qui veulent une solution au conflit israélo-palestinien et trouver un accord. Et donc, vous avez une situation où vous avez, dans l'esprit mainstream des gens, des choses d'une modernité normale pour un État démocratique respectable, et vous avez d'autres partis qui sont très, très verrouillés sur les questions identitaires. On est là dans des mécanismes du populisme de façon tout à fait extraordinaire, d'un point de vue des mécanismes. Et je dois dire, et là-dessus personne ne niera, on a un Premier ministre passé maître dans la manipulation, passé maître dans ses discours incantatoires sur sa personne. Et je peux vous dire que ça passe de moins en moins. Ça passe de moins en moins auprès du public. Et le mouvement de contestation qui est né il y a un an, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit ça en français, de reverse, on va dire de l'ingénierie mentale inversée, c'est-à-dire de casser à tout prix la représentation du Reich, du leader, du bon père de famille qui va gérer sans qu'on ait plus à s'occuper de rien des petites affaires de l'État d'Israël quand il y a des mises en examen, quand évidemment il y a une affaire. Et pour ceux qui ont suivi un peu de près une des raisons et une des montées en puissance de la contestation, l'affaire qui serait l'équivalent du Watergate, qui est l'affaire des sous-marins, de la vente des sous-marins, et ça je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire. Donc on est dans un moment de crise à la fois morale, politique, idéologique, institutionnelle, et au sein du public israélien qui prend la mesure de ce qui se passe, mais n'arrive pas à sortir pour moins 50% au regard des votes, peut-être un peu moins même en l'occurrence, de cette adulation. On est vraiment dans le culte de la personnalité. Et quand vous écoutez les critiques au sein du Likoud, quand vous voyez, moi je passe souvent sur I24, ça m'arrive souvent de prendre la parole à la radio, je suis confronté à des personnes qui discutent avec moi et on voit bien qu'il n'y a pas de projet politique, on voit bien qu'il y a le maintien d'un homme qu'on considère pour certains comme un roi, pour d'autres comme le Messie, et on est dans des choses totalement irrationnelles. Donc voilà, je vous brosse moi ma lecture et ma compréhension, ce qui m'affecte le plus, et je peux vous dire, depuis un an que je manifeste, une des choses qui ressortait le plus fort dans les revendications des gens, dans l'expression des gens, nous ne sommes pas là pour nous haïr.
Nous ne voulons pas nous faire la guerre les uns les autres. Nous ne voulons pas nous haïr. Qu'on soit juif, qu'on soit arabe, qu'on soit ashkénaze, qu'on soit séfarade, il y avait un cri extrêmement fort des gens de dire « ça suffit ». Le fait d'être divisé, le fait de prendre un pour taper sur l'autre, le fait de pointer du doigt telle communauté ou telle autre. On en a marre. On ne veut plus ça. On ne veut plus être divisé. On veut retrouver les bases d'un projet, d'une cohésion nationale qui fait qu'on peut vivre chacun sa vie sans nécessairement se pointer du doigt les uns les autres et se haïr. Et ça, c'est un des messages très forts depuis 1 an que je suis dans la rue avec tous les mouvements de la contestation, c'est de dire on en a marre, on ne veut pas se haïr, on n'est pas là, on n'a pas perdu 26 000 personnes pour créer ce pays, pour se retrouver après 72 ans dans une crise où on se regarde les uns les autres en chien de faïence et où on se dit il n'y a pas un État d'Israël, mais il y a 2 États au minimum, si ce n'est 3, si ce n'est 4. Donc voilà un petit peu ma lecture, ma compréhension. Ce qui, moi, me fait le plus mal, c'est le fait qu'on se confronte. Il y a des confrontations d'une rare violence, verbale, bien sûr, et notamment avec ce qu'on appelle des bibistes, mais pas seulement. Ce qui me fait, et donc c'est cette division, ce sentiment d'acrimonie. Alors les gens parleront d'une guerre civile. Non, on n'est pas à la veille d'une guerre civile, je rassure tout le monde. Tout du moins, on ne prendra pas les armes. Le mouvement de protestation est un mouvement, je dirais, un mouvement pacifiste. Et donc, il n'y a pas ni d'appel au meurtre, il n'y a rien de tout ça. Mais il y a un sentiment de désespoir, il y a un sentiment que l'État d'Israël, juif et démocratique, pour lesquels on s'est battu, pour lesquels des hommes, des dizaines de milliers de gens sont tombés, est en train de nous échapper au profit d'un système qui a été mis en place et qui est tout sauf démocratique. Donc voilà un petit peu ma première analyse un petit peu générale et ma première compréhension, même si je sais que ça peut être choquant, même si je sais que tout le monde regarde Israël en disant « vous avez les vaccins, c'est formidable, vive Israël qui a réussi ce formidable coup de force ». Oui, c'est vrai. Est-ce que 69 millions de Français auraient accepté pour avoir les vaccins en premier de donner leurs données médicales à Pfizer? Moi, quand je me suis fait vacciner, j'ai dû cliquer, sinon je n'avais pas de date pour un rendez-vous, sur le fait que j'autorisais le ministère de la Santé de transmettre mes données médicales à une société privée. Donc, vous avez aujourd'hui à peu près 6 millions de personnes vaccinées qui ont donné et accepté et validé une démarche de transmission des données médicales à un bateau d'industrie pharmaceutique pour ces vaccins et qu'on a payé, ceci dit en passant, 3 fois le prix. Vous avez compris qu'il y a des petites tensions en ce moment entre Pfizer et l'État d'Israël, puisque l'État d'Israël n'a pas encore payé ou aurait payé qu'une seule partie. Bref, peu importe. Mais donc oui, de là-bas, c'est un miracle. Quand on y regarde de plus près, c'est tout sauf un miracle. Ce qui se passe ici, c'est même plutôt un moment particulièrement challengeant pour les citoyens de l'État d'Israël, pour la démocratie israélienne. Voilà, donc si vous avez des questions, bon, j'ai essayé de présenter, je ne suis pas sûr d'être tout à fait objectif et impartial, je l'avais dit à Aline et à Rivonne, mais voilà, c'est ma compréhension globale de ce que nous traversons actuellement, un moment de crise où je dirais que le challenge réel, il est à l'intérieur du pays. Il est quel pays nous dessinons, nous allons avoir pour les prochaines décennies, pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est un moment, ça se joue en ce moment dans cette période de troubles et dans cette période de crise systémique, multidimensionnelle que traverse l'État d'Israël aujourd'hui. Voilà, Aline, je ne sais pas si… Oui, c'est très bien. Mais, je crois qu'on va lancer la discussion. Aline, si tu veux bien mener les choses. Merci beaucoup, David. Et tu n'as pas ouvert ton micro, Aline. Voilà, merci beaucoup David pour cette présentation où chacun a bien entendu à la fois ta passion, ton inquiétude, et c'est tout à fait intéressant pour nous, je crois, qui, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, ne sommes pas sur place, même si nous suivons tout cela avec beaucoup d'intérêt, parfois aussi beaucoup d'inquiétude, d'avoir à la fois l'analyse et le sentiment de quelqu'un dont cette situation est le quotidien et qui en mesure bien, en tout cas différemment de nous, mieux sans doute,
les multiples enjeux et les multiples défis. Alors, effectivement, la parole maintenant appartient à vous tous qui êtes avec nous ce soir, soit pour interroger David, soit pour proposer telle ou telle idée. Encore une fois, je le rappelle, mais c'est inutile, dans des conditions de courtoisie qui s'imposent à chacun de nous. Donc la parole est à vous. Vous pouvez lever Voilà. la main ou une main bleue, demande de parole, et alors on saura qui demande la parole. Voilà. On va peut-être passer en mosaïque, comme ça. Olivier Rosenthal, mais je ne sais pas s'il m'entend. Oui, on vous entend. Allez-y. Ah, je suis assez d'accord avec l'intervenant en Israël. Et je voudrais savoir pourquoi il ne change pas la loi électorale. Parce que cette façon de voter ne favorise que les tractations entre petits partis. Et on n'arrive pas, pour avoir une majorité normale, à chaque fois, on n'arrive pas, quoi. Voilà, merci. Alors, en effet, bien sûr, il y a, moi-même, j'ai fait partie de la rédaction de ce qu'on appelle José Medina, c'est-à-dire que nous avons rédigé une espèce de charte avec 20 organisations et on s'est tourné vers tous les partis et on a fait un certain nombre de demandes. Certaines des demandes concernent la question présente. Donc, effectivement, parmi les questions, parmi les demandes que nous avons et qui ont été signées par l'ensemble des partis qui sont des partis du changement, on demandait à ce qu'il y ait une limitation de 2 mandats. Ça, c'était tout de suite pour poser les choses. Évidemment, on demandait à ce qu'il y ait une constitution. Donc, Monsieur Rosenthal, une des réponses, c'est que, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais une des réponses, c'est qu'on ait une constitution qui aborde la question, je dirais, qui organise le système et les rapports de façon extrêmement ordonnée entre les 3 pouvoirs. Et puis, une des choses que vous avez évoquées, alors oui, le taux de pourcentage, ce qu'on appelle la Khouza Khassima, c'est-à-dire le pourcentage, a déjà augmenté. Il était à 2,75, il est passé à 3,25. Il y a une préoccupation en Israël de maintenir des représentativités et en même temps de ne pas bloquer la Knesset et donc de ne pas se retrouver avec une mosaïque de partis qui fait qu'on se retrouve avec des coalitions qui sont l'alliance de la carpe et du lapin, et c'est un petit peu ce qu'on vit en ce moment. C'était un article que j'ai écrit il y a quelques jours. Donc, effectivement, la question du pourcentage du taux est une question… donc, certains pensent qu'il faudrait la faire passer à 5%, mais ce qui pourrait entraîner la disparition de certains partis, je dirais… Il s'agit de la limite de l'éligibilité, hein, c'est-à-dire le pouvoir… Entrer à la Knesset. Oui, pour pouvoir entrer à la Knesset, oui. Le pourcentage nécessaire. Oui, c'est ça. Le pourcentage, voilà, je ne trouvais pas, merci Rivon, je ne trouvais pas le terme exact. Donc, mais pour ça, M. Rosenthal, il faut qu'il y ait une majorité, il faut qu'il y ait un gouvernement et qu'il fasse passer un certain nombre de lois. Alors, la Constitution, on n'y est pas, hein, mais au moins commencer à travailler sur une loi fondamentale qui organise notamment, on va dire, la présentabilité des politiques au sein du Parlement et notamment le fait d'être mis en examen. C'est-à-dire que ça, c'est une des demandes qu'on avait, c'est de dire toute personne, écoutez, la situation est absurde, vous voulez être directeur d'école, directeur de GAN, vous ne pouvez pas venir avec un casier judiciaire. Vous êtes parlementaire ou vous êtes ministre, vous êtes mis en examen, vous êtes démissionné. Et là, on se retrouve dans une situation ubuesque où vous êtes et il y a un Premier ministre qui est mis en examen et qui ne démissionne pas. Et il n'y a pas de loi qui l'oblige à le faire. Mais oui, effectivement, en tant que citoyen engagé, on a rédigé une charte qu'on a présentée aux politiques avec un certain nombre de lois qui organisent ces questions et notamment le nombre de mandats, le taux d'éligibilité, etc., etc. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question? Oui, bonjour. Bonjour, je peux parler? Oui, vas-y, Robert. Oui, bonjour, Kolakavod, David. En tous les cas, c'est formidable de participer à la possibilité de la démocratie en Israël. Mais pourquoi, actuellement, on va dire qu'une classe vote pour Bibi, même si quelque part, ils ne sont pas vraiment représentés par lui, parce que socialement,
ils ne sont pas représentés par lui. Je n'arrive pas à comprendre que la gauche n'arrive pas à reprendre ces classes populaires. C'est vrai. Alors, Robert, vous posez une question qui est, premièrement, qui est un challenge pour toutes les gauches. Ben Et oui. je me tourne aussi vers la France et vers l'Europe. De façon générale, les gauches, et aussi la gauche israélienne, mais la gauche israélienne, elle a une particularité, c'est que le Mifleget Ha'avoda, le Parti travailliste et Meretz se sont retrouvés un peu coincés au moment où les Israéliens ne voulaient plus parler d'accord de paix, se sont retrouvés un petit peu coincés sur le camp de la paix, avec toute une rhétorique, vous la connaissez peut-être, gauchiste traître. Nous sommes des gauchistes traîtres et c'est affiché partout et on est pointé comme étant des traîtres parce qu'on voudrait qu'il y ait à côté de l'État d'Israël un État palestinien. Donc la gauche s'est retrouvée un peu coincée là-bas. Et puis, effectivement, mais ça change, puisque en moyenne, Netanyahou a perdu dans les villes de la périphérie, qui sont les villes les plus pauvres généralement, donc les couches socio-économiques les plus basses, et qui, je vais le dire de façon pas nécessairement très délicate, mais qui sont aussi les couches les moins éduquées, celles pour qui les ressorts traditionnels identificatoires du populisme sont les plus efficients. Plus vous êtes dans le centre, et c'est un petit peu aussi une autre cassure géographique du pays, c'est que plus vous êtes à Tel Aviv, dans le centre du pays, là où il y a toute l'activité économique, le monde du high-tech, par exemple, est un monde de gauche, on va dire les choses, centre et centre-gauche, et le monde académique aussi. Et donc, mais les ressorts du populisme, les ressorts identificatoires, vous savez, ces formules, la gauche a oublié d'être juive, elle ne sait plus ce que ça veut dire être juif, soi-disant parce que la gauche serait confrontée et regarderait les religieux comme étant des demeurés, etc. Donc, vous avez des discours qui ont pris, avec des ressorts identificatoires qui sont puissants, malgré le fait, mais je le disais, Netanyahou a perdu 7% de son électorat dans la périphérie parce que c'est ceux qui ont le plus payé pendant la crise du corona. Et il y a eu un taux d'abstention, c'est-à-dire qu'il a perdu 350 000 votants, donc il est passé de 1 200 000 à un peu moins de 900 000 votants pour lui, donc c'est énorme. Et surtout, ce n'est pas qu'ils ont été votés, sur d'autres partis, ils n'ont simplement pas été votés. Donc parmi les résultats de l'abstention de moins 5 points par rapport à la précédente campagne, une des composantes, c'est la périphérie qui a moins voté et qui a moins voté pour Netanyahou en l'occurrence. Mais oui, c'est une bonne question et la gauche a du mal à récupérer l'électorat de la périphérie, ce qu'avait tenté de faire Amir Peretz, mais qui n'a pas réussi, ou Avi Gabay, n'ont pas réussi avec un historique qu'on nous ressort en boucle, l'histoire du Mapai, le Mapai qui a mis dans les Mahabarot, Ah, Marc Cohen. Ah, Marc. Bonjour, monsieur. Oui, pardon. Continue, David, continue. Donc, non, mais je voyais que Marc Cohen, un bon ami, est arrivé, donc ça me fait plaisir. Oui. Mais voilà, j'ai essayé de répondre. Je ne sais pas, je sais pas plus expliquer que ça, en fait. Est-ce qu'il peut y avoir un référendum? Est-ce que ça existe en Israël? Pas que je sache, non. Un référendum sur quoi? Sur le mariage. Sur le mariage, sur les... Ouais. Écoutez, de façon générale, sur le mariage civil, ça fait partie effectivement de ce qu'on a fait signer aux différentes parties du changement qui ont accepté le principe de légiférer pour instaurer un mariage civique. D'accord. David, j'aimerais on ne va pas pouvoir prolonger très très longtemps cette soirée parce que c'est très long sur Zoom très intéressant d'intervention, mais je voudrais quand même que l'on dise un mot. Tu en as parlé, mais qu'on développe un petit peu ce caractère tout à fait singulier de ce qui s'est passé aux élections. Tu as parlé du poids des listes arabes, c'est un point très important, mais il y a aussi, comme tu l'as dit, l'entrée pour la première fois à la Knesset. Il y avait déjà eu Meir Kahana qui avait été éliminé, mais l'entrée d'une droite qui est franchement
raciste, qui est ultra-nationaliste, qui est ouvertement antidémocratique, qui dit ouvertement qu'il y a des citoyens de seconde zone, de première zone. Les Juifs doivent avoir un statut supérieur à tout autre dans cet État. Ce n'est plus la norme démocratique, sans parler de leur regard sur les autres courants religieux ou sur même ceux qui sont en rupture avec leur idéologie religieuse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Il faut bien voir que vous avez trois composantes qui constituent ce parti qui ne s'entendaient pas, qui ne parlaient pas et qui étaient hostiles les uns aux autres. Vous aviez la mouvance de Ben Gvir qui avait dans son salon la photo du docteur Goldstein, celui qui a fait le massacre à Hébron. Vous aviez Smotrich du Parti national religieux, et puis vous avez Noam, un parti ultra homophobe, misogyne, etc. Et Netanyahou a organisé des rencontres pour qu'ils s'allient. Netanyahou, dans sa campagne, dans sa stratégie, lorsque le gouvernement est tombé, a tout fait pour que les trois composantes les plus radicales se réunissent, alors qu'il n'avait pas réussi à le faire jusqu'à maintenant. Netanyahou avait, en ce sens, deux objectifs. Il savait qu'il était en train de perdre de la vitesse, parce qu'il faut bien comprendre, après tout ce qu'il a fait, les accords Abraham, les vaccins, il a quand même perdu 6 sièges, il a continué à chuter en matière d'électorat, et donc il a compris qu'il fallait renforcer des groupuscules. Et donc il a beaucoup œuvré avec ses conseillers à réunir ces trois composantes qui se sont présentées ensemble. Donc ça, c'est une première chose. Mais surtout, ce qu'il voulait faire, et il a réussi en ce sens, c'est qu'il voulait affaiblir Naftali Bennett de Yamina, qui pouvait compter sur une partie des religieux sionistes des territoires et qui voulait couper la possibilité de Naftali Bennett de monter en puissance, comme celui-ci pensait qu'il allait le faire. Et donc Netanyahou a réussi encore un coup de maître à réunir, à faire en sorte qu'il y ait une seule liste de trois partis qui jusqu'à maintenant se tiraient dans les pattes, de trois composantes, on va dire, et lui, ça lui permettait effectivement de pouvoir compter sur les voix qu'il savait bien qu'il allait perdre en galvanisant les extrémistes et surtout en coupant l'herbe sur le pied à Naftali Bennett de Yamina. Donc, mais il faut bien comprendre, quand j'ai parlé tout à l'heure de ce pays qui est morcelé, on ne le voit pas en France, on ne le lira pas dans la presse juive traditionnelle. Mais vous savez, il y a un phénomène qui existe depuis des années qui s'appelle les jeunes des collines. Les jeunes des collines, il y a une composante et il y a des courroies de transmission entre des orthodoxes radicaux et des sionistes religieux radicaux qui impunément prennent des terrains aux Arabes, qui tirent. Il y a eu plusieurs incidents. Tu as parlé tout à l'heure de l'année la moins meurtrière, peut-être du côté arabe, mais du côté juif. On a continué à tirer des pierres sur des voitures. L'année dernière, une femme enceinte est décédée avec son mari qui prenait la route à côté d'un point de ces jeunes des collines. Donc, vous avez une criminalité religieuse, fanatique des territoires qui se sent toute puissante, non seulement vis-à-vis des Arabes, mais aussi vis-à-vis de l'armée. L'armée marche sur des œufs vis-à-vis de cette composante. Donc, il y a aussi l'expression d'une radicalité au sein des colonies et des territoires qui se traduit par des actes de délinquance, par des actes criminels. Et donc, autour de ces gens, vous avez cet agrégat de Noam, de Smotrich et de Ben Gvir qui se sont retrouvés pour constituer, et on va dire que ce qui a galvanisé, et là je reviens sur un élément de l'histoire récente, c'est que je vous rappelle qu'il était question avant, en juillet, il y a 2 ans, il était question de l'annexion. Et Netanyahou s'est retourné immédiatement pour avoir le soutien de Trump et de renoncer à ce projet d'annexion et d'aller signer les accords d'Abraham avec le Bahreïn et les Émirats arabes unis. Et donc, vous avez tout d'un coup une partie de la droite nationale, religieuse, extrémiste qui s'est sentie en danger et frustrée, qui voyait advenir l'annexion d'une partie des territoires, une annexion officielle, et qui tout d'un coup, il y a eu un changement, un retour avec les accords d'Abraham, évidemment, d'une certaine manière, conditionné par le fait qu'il n'y ait pas cette annexion.
Donc voilà, si je peux un petit peu expliquer la façon dont a émergé et s'est renforcé ce groupuscule d'extrême droite. Une question, David, tu as parlé à plusieurs reprises d'alliance de la carpe et du lapin. Continuons sur ce thème. Est-ce que tu penses que, même de manière ponctuelle et forcément brève, pour empêcher Netanyahou de conserver le pouvoir avec les détestables alliés dont tu viens de parler, est-ce que tu penses qu'une alliance comme celle dont on parle entre Lapid, Bennett et Gideon Sa'ar est envisageable? Évidemment, elle est dans les tuyaux. Personne ne sait dire aujourd'hui. Elle est dans les tuyaux. Il s'agit de réunir autour de Lapid, de Avigdor Lieberman, de Gantz, de Bennett et de Gideon Sa'ar, un camp du changement auquel se rattacheraient les composantes de la gauche et une partie, je pense notamment à la liste arabe unifiée. Je ne parle pas de RAM, mais on n'est pas sûr. Aujourd'hui, Gideon Sa'ar apparaît comme étant stable dans le fait d'être allié au camp du changement. Il est possible qu'il y ait une défection, et Netanyahou joue là-dessus, et toutes les pressions sont faites pour qu'il y ait des défections au sein de Tikva Hadasha, de Gideon Sa'ar, pour rejoindre le gouvernement qu'il essaie de monter. Concernant Bennett, on ne sait pas aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs interprétations. Ou Bennett, finalement, est un champion de l'incantation, mais finalement n'est pas un vrai politique, il n'a pas le courage politique. Et donc, il se pliera à un gouvernement avec Netanyahou, ou alors il fait monter les enchères en annonçant que si Netanyahou était capable de monter un gouvernement, il se joindrait tatati tatata. Il a besoin de donner à son électorat, voilà, j'ai tout fait pour faire un gouvernement, ce qu'on appelle Yemin Malé Malé, c'est-à-dire de droite plein plein, c'est un petit peu l'expression qu'il y a en ce moment. Et puis, au final, de revenir, de dire, écoutez, Netanyahou n'a pas réussi, donc moi, j'ai joué franc jeu, et puis maintenant, je vais pouvoir très paisiblement m'asseoir avec Yair Lapid et me joindre au camp du changement. Ou alors, il a peur. Ceci étant, même Bennett, qui se joint au Likoud et aux orthodoxes, et au Smotrichi, comme on l'appelle, au parti d'extrême droite, Netanyahou n'a pas 61. C'est-à-dire qu'il a besoin maintenant, en marge de Bennett. Bennett tout seul ne suffit pas. Et donc, il a besoin du parti RAM et des islamistes. Et là, ça devient très compliqué. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de carpe et de lapin, parce que si vous mettez Smotrich, Ben Gvir, l'extrême droite, avec RAM, ça ne va pas le faire. Mais Netanyahou a besoin d'une chose, et c'est ça qu'il leur a dit. Il a besoin d'un gouvernement de quelques mois. Parce que Netanyahou a besoin de se sortir de ses affaires judiciaires. Donc, il a besoin de légiférer rapidement un certain nombre de lois qui lui permettraient de sortir de l'embrouille juridique dans laquelle il est et qui risque très probablement de se retrouver en prison. Donc, il a besoin d'un gouvernement très court dans le temps. Et c'est ce qu'il leur promet. Et c'est ce qu'il dit aujourd'hui à l'extrême droite. C'est pas grave, siéger avec RAM, c'est un gouvernement de quelques mois, histoire de faire passer quelques lois. Donc, voilà, là on en est. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Bennett, à mon avis, joue sur les deux terrains. Il l'a fait pendant la campagne, il le fait maintenant. Personnellement, je n'ai pas une grande sympathie pour Naftali Bennett, mais j'attends de voir comment les choses vont se passer et si Netanyahou va être capable ou pas de monter un gouvernement. Je peux vous dire que s'il y arrive, ce sera un des gouvernements les plus cauchemardesques qu'ait jamais connu l'État d'Israël, d'un point de vue des idées et d'un point de vue de la représentation à la Knesset et des risques sur les instances, l'État de droit, la Cour suprême, tout le processus. Là, pour le coup, on risque d'être dans une régression inédite en matière d'État de droit en Israël. Écoute, David, merci beaucoup. On va, je pense, souhaiter tous ensemble qu'on n'en arrive pas à la situation que tu viens d'envisager comme possible. Nous allons clore la soirée puisque, bon, je le regrette, mais par Zoom, on ne peut pas prolonger indéfiniment le débat. J'espère, David, qu'on aura l'occasion de te voir très, très bientôt à Paris et à Hadat Shalom. On sera très, très heureux de t'accueillir pour continuer à parler de tout ça et puis pour plein d'autres choses. En tout cas, bonne continuation à toi en Israël et puis merci de notre part à tous.